Bonjour chers amis, auditeurs, auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. C'est dans les années 70 que j'ai commencé à me passionner pour l'Afrique subsaharienne en particulier. À l'époque, je dévorais des revues comme Jeune Afrique ou Africasie, des magazines qui ont largement contribué à mon ouverture sur cette partie du monde et à l'éveil de mon esprit tiers-mondiste, comme l'on disait alors. L'un de mes oncles travaillait pour Elf. Sa carrière au sein de cette compagnie lui a permis de passer plusieurs années dans des endroits tels que Port-Gentil au Gabon, Pointe-Noire au Congo-Brazzaville ou encore sur des plateformes pétrolières au large de l'Angola. Ces récits, à chacun de ses congés en France, complétaient utilement mes lectures et j'ai longtemps rêvé, adolescent, de pouvoir aller passer des vacances à Port-Gentil ou à Pointe-Noire. Ce rêve ne s'est jamais réalisé, mais depuis, je me suis bien rattrapé avec mes 24 années d'Afrique, entre 1989 et 2013. Je n'ai cependant pas suivi l'exemple de mon oncle Maurice, puisque je n'ai jamais été embauché par une compagnie pétrolière, préférant suivre ma propre voie dans l'humanitaire, un chemin que j'avais pris au tout début des années 80 en Asie du Sud-Est. Un jour, mon oncle m'avait ramené du Gabon un disque 45 tours, intitulé « Albert Bernard Bongo, c'est le président qu'il nous faut ». Sur la couverture, on voyait une belle photo en couleur d'un jeune et dynamique président dont le poignet était orné d'une lourde gourmette en or. Le refrain était entraînant. Je m'en souviens encore, même si je regrette de ne plus avoir ce disque que j'aurais bien aimé réécouter, surtout ces jours-ci. Si je fais, au risque de vous lasser, cette longue digression sur ma jeunesse africaniste, c'est pour tenter d'expliquer que ma vision de l'Afrique n'est pas basée sur les soubresauts actuels. Cette vision qui est la mienne, elle prend ses racines dans les années 70 et j'ai intégré dans mes mémoires et dans les analyses que je tente de faire presque chaque semaine toutes ces évolutions que j'ai suivies de près du continent africain. Je me souviens avec précision, par exemple, de ceux dont mon oncle avait été témoin lors de l'assassinat du commandant Mariam Mouabi, le militaire marxiste congolais, mort dans un accident d'hélicoptère en 1977, et des troubles qui avaient ensuite secoué le Congo-Brazzaville jusqu'à sa reprise en main en 1979 par Denis Sassou Nguesso, l'homme qui dirige encore ce pays 44 années plus tard. Je me souviens surtout que durant ces années 70, l'Afrique subsaharienne était dominée par deux types de couleurs, celui des uniformes camouflage militaires et celui des pagnes bariolés imprimés à la gloire des partis uniques et des présidents. En effet, à l'exception du Botswana, il n'existait pas un seul pays démocratique sur le continent. Depuis l'Afrique du Sud et la Rhodésie, dirigée par des régimes dominés par des minorités d'origine européenne, jusqu'à l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte en Afrique septentrionale, qui étaient sous la coupe de partis uniques. Ce n'est qu'à partir de 1976 que le Sénégal, sous la présidence du poète Léopold Sédar Senghor, s'est progressivement ouvert au multipartisme, devenant ainsi le premier pays d'Afrique francophone à adopter un système démocratique. Quelques années après les indépendances, au début des années 60, les coups d'État militaires se sont succédés dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. C'est en 1963, au Togo, qu'eut lieu le premier, initié par un ancien sergent-chef de l'armée française, Gnassingbé Eyadema,
qui régna jusqu'à sa mort en 2005. Depuis, c'est son fils qui est au pouvoir. Niger, Mali, Mauritanie, Soudan, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra Leone, Nigeria, Ghana, Tchad, Centrafrique, Ouganda, Somalie, Éthiopie, Rwanda, Burundi, les deux Congos, Guinée équatoriale, Gambie, Madagascar, Comores, et j'en oublie sans doute, tous ces pays francophones, anglophones, lusophones et même hispanophones ont connu un ou plusieurs putschs militaires durant ces années 60, 70 et 80. Même la paisible Côte d'Ivoire, pays présenté à l'époque comme la vitrine des anciennes colonies françaises devenues indépendantes, a connu le sien en 1999. Un coup d'État aux conséquences dramatiques pour la Côte d'Ivoire, qui finit quelques années plus tard par sombrer dans une guerre qui scinda durablement le pays en deux parties antagonistes, le Nord et le Sud. Ces pronunciamentos étaient parfois de simples révolutions de palais, un officier en chassant un autre, comme au Niger, en Mauritanie ou au Soudan, voire même au Burundi, où les trois colonels qui se sont succédés au pouvoir dans les années 80 et 90 étaient tous les trois des Tutsis originaires de la même commune dans le sud du pays. Mais parfois, des coups d'État militaires donnèrent lieu à de sanglantes purges, avec leur cortège d'exécutions sommaires et publiques, comme au Libéria, au Ghana ou en Ouganda. Bien souvent, les régimes mis en place par les hommes en uniforme s'achevèrent dans des guerres civiles sans fin qui détruisirent durablement les infrastructures et l'économie de ces pays, faisant chaque fois des dizaines de milliers de morts, comme en Ouganda, en Éthiopie, en Somalie, au Libéria ou encore en Sierra Leone. Parfois même, des putschs ouvrirent les portes du pays au déferlement des hordes djihadistes, comme ce fut le cas au Mali en 2010-2013. Quant aux pays dirigés par des partis uniques, leurs présidents fondateurs tentaient toujours de s'accrocher au pouvoir, essayant parfois de favoriser des successions de type dynastique. Ce genre de situation est très fréquent dans l'Afrique d'aujourd'hui. Il a eu lieu au Gabon et au Togo. En Égypte, le président Moubarak a tenté lui aussi de faire accéder son fils au pouvoir, sans succès. Et en Ouganda, le président Museveni, arrivé au pouvoir par les armes en 1986, est actuellement en train de préparer son fils pour lui succéder. Au Tchad, la mort brutale du dictateur Idriss Déby a été aussitôt suivie par un coup d'État qui permit au fils de prendre la succession du père, le tout avec le soutien implicite de la France, dont le président n'a pas hésité à faire le déplacement de N'Djamena pour les obsèques du père, légitimant ainsi la prise de pouvoir du fils. L'Afrique est un continent où la grande majorité de la population est très jeune. Très peu d'Africains ont connu la période coloniale, et rares sont ceux qui ont des souvenirs des coups d'État à répétition que je viens d'évoquer, ceux des années 60 et 70. C'est pourquoi j'aurais tendance à être indulgent envers ces porteurs de pancartes qui manifestent bruyamment leur enthousiasme dans les rues de Niamey ou de Libreville, acclamant les auteurs galonnés des putschs qui ont mis fin ces dernières semaines au régime civil du Niger et du Gabon. Tous ces gens n'ont pas souvenir des désastres engendrés par l'arrivée au pouvoir des militaires. Si les officiers avaient des compétences pour gérer un pays, cela se saurait depuis longtemps. En Afrique, comme autrefois en Amérique du Sud, les coups d'État militaires n'ont jamais rien apporté de bon. Même au Ghana, même en Haute-Volta transformée en Burkina Faso, les putschs ont engendré des drames ou des effets pervers, parfois à retardement. J'ai vécu la période qui vit l'Afrique être balayée par le vent du multipartisme dans les années 90. J'étais en Zambie, j'étais au Malawi, lorsque ce vent a fini par souffler, balayant les régimes à parti unique que l'on croyait inamovibles. J'ai été le témoin des manifestations durement réprimées et du courage de tous ces gens qui faisaient face aux tirs à balles réelles de la police. J'ai vu ensuite
la joie des foules qui brûlaient ce qu'elles avaient trop longtemps fait semblant d'adorer. Mes collègues, qui peu de temps auparavant avaient peur de s'exprimer sur des sujets jugés sensibles, devenaient soudain intarissables sur les horreurs des régimes qui venaient d'être mis à bas ou sur leurs espoirs irraisonnés dans un avenir qui ne pourrait être que meilleur. Tout cela, la plupart des manifestants de Niamey et de Libreville ne l'a pas connu, contrairement à leurs parents et contrairement à moi. J'ai aussi connu le désenchantement qui suivit rapidement la restauration du régime démocratique, ou supposait-elle. « We cannot eat democracy », ai-je souvent entendu dire au Malawi ou en Ouganda. La démocratie, cela ne se mange pas. Car souvent, ces régimes issus d'élections ont produit une augmentation démentielle de la corruption, l'apparition d'une nouvelle élite enrichie, parfois la même que la précédente, mais avec de nouveaux habits, l'accroissement des inégalités et du chômage, et donc aussi de la pauvreté. J'ai souvent entendu dire autour de moi que l'on vivait mieux du temps du dictateur déchu, qu'à son époque, l'ordre et la sécurité régnaient et que l'on pouvait facilement trouver un emploi. Certes, les humains, sur tous les continents, ont toujours tendance à embellir le passé, mais il y avait certainement une part de vérité dans ce que me disaient ces Africains nostalgiques d'une époque révolue. J'ai même entendu des anciens aux cheveux blancs qui avaient connu la période coloniale et qui la regrettaient. C'est tout dire. C'est pour toutes ces raisons, pour tous ces souvenirs doux et amers, et que je n'accorde pas beaucoup de crédit aux manifestations de rue, que ce soit celles de Niamey ou celles de Libreville. Pour terminer cette émission, je voudrais dire quelques mots au sujet du Gabon, que j'ai connu sans y avoir jamais mis les pieds, grâce entre autres au récit de mon oncle Maurice. Un petit rappel historique tout d'abord. Qui se souvient du premier coup d'État qu'a connu le Gabon? C'était le 17 février 1964. Il y a donc près de 60 ans. Ce jour-là, aux environs de 5 heures du matin, 150 militaires, dirigés par les lieutenants Jacques Mombo et Valère Essonne, arrêtèrent sans tirer le moindre coup de feu le président Léon Mba, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs ministres. Sur les ondes de Radio Libreville, les militaires demandèrent à la population de rester calme et ils donnèrent aussi des assurances quant à la politique étrangère pro-française qui serait poursuivie. Un gouvernement provisoire fut constitué et le député Jean-Hilaire Obamé, principal opposant à Léon Mba, fut déclaré président. Dans le même temps, le président destitué était envoyé à Lambaréné, à 250 km de la capitale Libreville. L'annonce de ces événements ne suscita aucun soulèvement ou aucune réaction particulière au sein de la population. Les putschistes interprétèrent cette passivité comme une approbation de leur action. Après avoir été informé par le chef de cabinet du président déchu, Albert Bernard Bongo, le président français d'alors, Charles de Gaulle, décida de restaurer le pouvoir légitime en application du traité de 1960, signé entre les deux pays au moment de l'indépendance du Gabon. 2 compagnies de parachutistes français, dont la compagnie autonome de parachutistes d'infanterie de marine, aérotransportés sur Libreville, prirent d'assaut le 19 février le camp de la Baraka où s'étaient retranchés les rebelles, au prix d'1 tué et 3 blessés dans ses rangs. Cette action a été décisive pour la libération du président Léon Mba. 2 jours plus tard, le gouvernement provisoire fut renversé et Léon Mba retrouva son fauteuil présidentiel. Autre temps, autre mœurs, me dira-t-on. Après cet épisode qui dura 2 jours seulement, le président Léon Mba emprisonna plus de 150 de ses opposants. Jean-Hilaire Obamé écopa d'une peine de 10 ans de travaux forcés. Il ne sera libéré qu'en 1972. Après ces événements, le président Léon Mba, vieillissant, vécut en reclus dans son palais présidentiel protégé par les militaires français. Il mourut d'un cancer 3 ans plus tard, le 28 novembre 1967. J'ai mentionné plus tôt le rôle clé joué par son chef de cabinet lors du coup d'État. À la mort du président,
ce chef de cabinet était en déplacement à Paris. C'est donc dans les locaux de l'ambassade du Gabon en France qu'Albert Bernard Bongo prêta serment comme nouveau président de la République du Gabon. Il devait ensuite fonder le Parti démocratique gabonais, le PDG, qui deviendrait un parti unique, un parti État. Albert Bernard allait plus tard se transformer en Omar Abdel. Et il devait conserver le pouvoir jusqu'à son décès dans un hôpital de Barcelone en 2009. Des luttes de clans au sein de la famille du défunt aboutirent à l'accession au pouvoir du fils, Ali, au détriment de sa fille aînée, l'influente Pascaline Bongo, qui fut pourtant chef de cabinet de son père et même ministre des Affaires étrangères. Dans le cadre de cette émission, j'ai souvent dénoncé les dinosaures africains et les régimes dynastiques. Le Gabon a été dirigé par l'un de ces dinosaures, de 1967 à 2009. Et c'est aussi un régime dynastique depuis l'accession au pouvoir d'Ali Bongo. J'ai aussi plusieurs fois épinglé le régime Bongo père et fils au sujet des biens mal acquis. Comme le voisin dictateur équato-guinéen Théodore Obiang Nguema, au pouvoir depuis qu'il a fait exécuter son oncle en 1979, comme l'autre voisin Denis Sassou Nguesso déjà cité, lui aussi arrivé au pouvoir en 1979, les Bongo père, fils et filles se sont tristement illustrés dans ces affaires de biens mal acquis. On ne compte pas les propriétés qui sont les leurs en France ou ailleurs, les hôtels particuliers à Paris ou autres, ainsi que les véhicules de grand luxe. En outre, en 2021, Ali Bongo a été cité dans le scandale des Pandora Papers, qui révéla le nom de personnalités supposées dissimuler des actifs dans des paradis fiscaux. Enfin, Ali Bongo n'a pas hésité à recourir à la fraude électorale massive pour se faire élire et réélire. Je ne me suis donc pas lamenté en apprenant la nouvelle du coup d'État militaire qui, le 30 août, a suivi l'annonce de sa nouvelle réélection avec 64,27% des suffrages. Il était de notoriété publique que cette élection avait été tout aussi frauduleuse que les précédentes et que le candidat de l'opposition, Albert Ondo Ossa, crédité de seulement 30,77% des voix par les résultats officiels, l'avait vraisemblablement emporté. Mais ce putsch militaire ne m'a cependant pas réjoui, loin de là, car le général putschiste Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, est un homme du sérail. Je dirais même qu'il appartient au système Bongo et qu'il a longtemps et largement bénéficié de ce système. Il fait même partie de la famille Bongo puisque sa mère est une cousine de feu le président Omar Bongo. Même si l'une des premières mesures qu'il a prises après le putsch a été de mettre en détention des personnalités présumées corrompues, telles que Noureddine Bongo Valentin, un des fils d'Ali Bongo, lui-même, ce général, a été accusé de corruption dans le passé. Le général Oligui Nguema aurait acheté en espèces, entre 2015 et 2018, 3 propriétés dans la banlieue de Washington, D.C., aux États-Unis, pour un montant total supérieur à $1 million. Les Gabonais, qui expriment leur joie dans les rues de Libreville ou de Port-Gentil, devraient donc être lucides et ne pas attendre le moindre changement dans la pratique du pouvoir. Si le général avait vraiment voulu être crédible, au lieu de prêter serment en tant que président de la transition, comme il l'a fait le 4 septembre, il aurait dû plutôt annoncer le recomptage des bulletins de vote de l'élection présidentielle du 26 août et ensuite remettre les clés du palais présidentiel au candidat qui aurait été déclaré vainqueur. S'il ne l'a pas fait, c'est bien qu'il a l'intention de s'installer au pouvoir et de pérenniser le système de corruption au plus haut sommet de l'État, un système qui gangrène ce pays potentiellement très riche grâce au pétrole et aux bois précieux, mais où, du fait de l'inégalité dans la répartition des revenus, une proportion importante de la population vit dans la pauvreté et fait face à un taux de chômage s'élevant à près d'un tiers de la population active. Il est à noter que l'ensemble du corps diplomatique était présent lors de la prestation de serment du général putschiste, le 4 septembre. Quel contraste avec ce qui s'est passé au Niger, où la communauté internationale s'est refusée à reconnaître la junte au pouvoir depuis le 26 juillet dernier.
La France, si proche du régime Bongo père et fils, semble donc avoir avalisé le coup d'État militaire et laissé tomber le fils. Il est vrai que sa réélection était des plus contestables, alors qu'au Niger, les putschistes ont renversé un président démocratiquement élu et dont la légitimité était incontestable. Les deux situations gabonaise et nigérienne sont donc très différentes et il est sans doute compréhensible que Paris se montre plus accommodant avec les militaires gabonais qu'avec leurs homologues nigériens. Cependant, il est à souhaiter que cette mansuétude ne dure pas trop longtemps et que tout soit fait pour convaincre le général Oligui Nguema de remettre au plus tôt le pouvoir au président élu lors de l'élection du 26 août dernier. Tout autre scénario prouverait au monde entier que Paris avalise la pérennisation du système Bongo sans Ali Bongo, comme avait été avalisé en 2021 au Tchad la pérennisation du système Déby sans Idriss Déby. Il est de surcroît raisonnable de penser que d'autres régimes en place depuis très longtemps dans la région risquent de connaître des sorts similaires. Je pense en particulier au Cameroun, dirigé depuis 40 ans par le nonagénaire Paul Biya, ou au Congo-Brazzaville déjà évoqué. Si cela devait se produire, il conviendrait d'espérer que cela se passe de manière aussi pacifique qu'au Gabon, mais rien n'est moins sûr lorsque l'on connaît l'histoire troublée de ces deux pays voisins du Gabon. La cellule Afrique de l'Élysée devrait donc se préparer à de nouvelles nuits blanches, et ce, dans un avenir très proche. Pour terminer, chers amis auditeurs et auditrices, petit retour dans le passé, je n'ai pas retrouvé le président qu'il nous faut, mais j'ai retrouvé une autre chanson à la gloire de Albert Bernard Bongo, devenu Omar Abdel. Ni à gauche, ni à droite, mais toujours de l'avant. Bongo l'a dit dans son petit livre vert.